Moi, j'aime les applaudissements. Donc, merci là-bas. Non, parce que ça encourage un peu, vous voyez. Et puis, ça met quelque chose dans la vie de tout un chacun. On aime bien se sentir applaudi, n'est-ce pas? Applaudissons encore. Merci. Et puis, le fait de dire merci, ça fait chic aussi. Ok, alors, développer une mentalité de gagnant. C'est un thème qui est assez fort. Et comme je l'ai dit lorsque je prenais la parole au début, ceux qui sont venus ici sont venus de leur propre gré, n'ont pas été forcés. Et donc, à partir de ce moment, on se dit qu'on recherche quelque chose. D'accord ? Je n'aurais pas pu appeler tout le monde pour savoir un peu qu'est-ce qu'on attendrait de ce thème. Mais bon, voilà. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on aura fini de déployer le thème, on sera capable de découvrir notre plein potentiel et atteindre nos objectifs. Je pense que c'est ce qui est important. On va pouvoir modifier, améliorer ou consolider notre mentalité de gagnant et on aura l'occasion d'acquérir des notions et des émotions nécessaires pour pouvoir être meilleur dans tous les aspects de notre vie. Alors, j'ai posé la question à certaines personnes, qu'est-ce qu'on attend de ce thème? Le thème « Développer une mentalité de gagnant ». D'autres m'ont dit, ce que j'attendrais en fait de ce thème, c'est que tu puisses nous dire comment est-ce qu'on fait pour gagner? Comment est-ce qu'on fait pour réussir sa vie? Comment est-ce qu'on fait pour échouer? Comment on échoue? Parce qu'on échoue. Comment on fait pour dépasser ses limites? Enfin, autant de questions qui nous mènent en réalité à la finalité. Donc, on veut gagner, on veut réussir, et ça, c'est la finalité. Mais comment on réussit à passer de l'étape de la volonté de gagner pour atteindre la finalité? L'un des éléments qui sera intéressant, ce serait la mentalité. C'est sur ça qu'on veut s'arrêter. La mentalité, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on parle de mentalité, la mentalité, c'est une façon de penser. C'est un comportement moral, c'est un caractère, c'est ce qui nous caractérise. C'est un ensemble d'habitudes. C'est un état d'esprit, c'est une disposition morale, psychologique. Enfin, c'est tout un tas de choses qui se passent dans notre tête et qui caractérisent et qui influencent notre vie en général. Ou un groupe de personnes. On me suit? Le coin est devenu calme. En tout cas, c'est bien. Ok. Alors, la mentalité est forgée par plusieurs éléments. Il y a plusieurs facteurs. Comment est-ce qu'elle se forge? Comment est-ce qu'elle s'acquiert? Elle s'acquiert par l'environnement familial. Un environnement familial, professionnel ou social. Familial parce qu'on vit dans une famille, on est dans une famille, on travaille et on passe la majeure partie de notre temps au travail. On se lève le matin à 5 heures du matin pour d'autres. Moi, je me lève à 5 heures. Trop forte. Je me lève à 5 heures, je vais travailler et de 7h30 jusqu'à 18h, 19h, par moment, je suis encore au bureau. Et je rentre le soir à la maison, je retrouve un peu tout le monde. C'est sympa. Mais toute la journée, je la passe avec Estelle, Rita, Natacha, enfin tout le monde. Voilà. Et on est ensemble. Donc, ma mentalité devient en fait ce que je fais tous les jours. Il y a aussi nos valeurs. Les valeurs qui sont données par notre éducation. L'éducation, elle évolue. Quand on est enfant, on est soumis à l'éducation de nos parents. Et donc, on fait ce que les parents nous disent. Mais quand on grandit avec ces valeurs qui nous sont inculquées.
cette culture. Il y a des cultures, la culture aussi. Selon le fait que je vienne, par exemple, du Nord, ou que je vienne de l'Est, ou que je vienne de l'Ouest, j'ai une culture qui influence ma façon de faire. Même si je ne vais pas souvent au village, mes parents ont reçu une culture qui m'impose aussi. Et cette culture fait véhiculer, fait grandir aussi en moi des valeurs. Il y a aussi les conditions de vie qui influencent notre mentalité. Les conditions de vie, c'est selon que je travaille. Je peux être chômeuse, je peux être travailleuse, je peux avoir une percée professionnelle à tous égards. Et ça influence ma mentalité. Si j'ai une percée, si j'ai une réussite dans ma vie, ma mentalité est différente que lorsque, par exemple, je ne travaille pas. Et à ces moments-là, on en parlera plus tard, tout à l'heure, à ce moment, on a besoin justement de développer cette mentalité. Alors ça m'emmène en fait à poser la question, pourquoi développer une mentalité de gagnant? Pourquoi? Eh bien parce que on a plusieurs aspects. Déjà sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan psychologique. Alors au plan personnel, on a besoin de développer la mentalité de gagnant parce qu'on a des ambitions, on a des désirs. On veut être un modèle de pensée, par exemple. On veut se réaliser, on veut agir, on veut réagir, on veut performer, on veut être bon dans ce qu'on fait. Vous voyez, il y a des personnes qui se disent « mais finalement, moi, je ne peux pas être bon ». Ce n'est pas vrai. On a tous quelque chose à donner, tous. À des niveaux différents, mais on a tous quelque chose à donner. Et on est capable de donner. On est capable de donner. Parce qu'on aime aussi faire bien. On aime bien faire les choses. Et même, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, on apprécie de faire quelque chose qui est apprécié par les autres. Peu importe la taille. Je n'ai pas réussi à faire voler un avion, mais je suis capable de faire une cuisine extraordinaire. C'est un petit chouïa, mais c'est quelque chose. Parce que grâce à cette cuisine extraordinaire, il y a des gens qui mangeront à leur faim et qui seront contents. Ça ne se voit pas, mais c'est une satisfaction personnelle. On veut être aussi un modèle de vie sociale. Vie sociale, on est en famille, et puis on est en Afrique. En Afrique, c'est toujours bien quand on dit que, bon, ben voilà, tu t'occupes des gens de ton village, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes parents, et tout, tu vas les voir. C'est toujours bien, et c'est agréable. Quand tu as ta mère ou tu as ton père qui est vieux, qui a un certain âge, et qui n'est plus aussi mobile que par le passé, il est heureux, elle est heureuse de recevoir son enfant à la maison, qui vient de temps en temps la promener, qui vient de temps en temps les promener, qui vient de temps en temps leur faire des petits câlins. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au plan relationnel, l'affirmation du leadership. Notre vie se gère aussi avec les autres. On n'est pas seul au monde. On vit avec d'autres personnes. Et cette vie avec d'autres personnes doit nous servir à quelque chose, à influencer, à impacter les autres, pour leur apporter quelque chose. Ça te demande de l'amour. Ça te demande de pouvoir t'occuper un peu des autres, regarder un peu comment ça marche pour eux, comment les aider, comment leur apporter des choses. Ça nous demande aussi de savoir communiquer. Communiquer, comprendre et être compris aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, il y a 5 ans, avec mes équipes, c'était vraiment invivable. Je pense que ça devait être très, très difficile pour elle. Je dis elle parce que mon équipe est majoritairement composée de femmes. Quoi qu'on a 3 ou 4 garçons maintenant. Ouais, bon, c'est ça. Donc, et à cette époque-là,
Je pense que j'étais une patronne, une manager vraiment très autoritaire, très autoritaire. Et ça ne marchait pas avec mes équipes. Je trouvais qu'elles étaient lentes, je trouvais qu'elles n'allaient pas assez vite. J'avais l'impression qu'elles étaient incompétentes. Elles me regardent. Bon, c'est ce que je pensais. Et elle aussi, elle trouvait que j'allais trop vite. Et ça me dérangeait qu'elle trouve que j'aille vite. Je ne comprenais pas comment on peut dire à quelqu'un qui va trop vite. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte qu'en réalité, quand je vais trop vite et que je suis seule devant là-bas et que je n'ai rien, je suis obligée de m'arrêter pour les attendre. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Parce que je ne pouvais pas faire tout toute seule. Et donc, j'ai commencé à ralentir. Ce n'est pas facile. Ça, c'était pour moi. Ce n'est pas facile. J'ai commencé à ralentir. Et quand j'ai ralenti, elles ont eu plus confiance en moi. Et du coup, on pouvait marcher ensemble un peu plus vite. Donc aujourd'hui, on a une direction qui fonctionne vraiment très très bien. Les collaborateurs sont assez autonomes dans leur façon de faire. Je pense qu'on peut faire toujours mieux parce qu'il n'y a pas de limite, mais ça fonctionne bien. Donc, savoir communiquer, savoir comprendre, et puis comprendre les autres, être compris, c'est important. Aussi, innover. Innover et créer. Au plan relationnel, on a besoin de réfléchir, de penser à des choses nouvelles. C'est-à-dire que, vous voyez, la Bible dit que le monde attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Cette révélation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on est capable d'apporter en plus. C'est ce qu'on est capable de dire que dans le temps, dans ce temps particulier, je dois réaliser une action. Une action pour influencer, pour impacter, pour construire. Mais il me faut de l'innovation. Aujourd'hui, les choses sont différentes. La vie est différente. Il y a des mutations en général. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les métiers, les compétences qu'on avait hier sont plus utiles aujourd'hui. On n'a plus besoin de certaines compétences. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Mais si on n'innove pas, si on n'apporte pas, si on n'impulse pas, finalement, on perd. Et quand on travaille dans une entreprise, et là je parlais aux travailleurs, quand on travaille dans une entreprise, qu'on ne se dise pas « je travaille pour l'autre », pour le patron qui me paye. Certes, on en a besoin. On a besoin d'être payé, on a besoin de travailler. Mais qu'on se dise « je viens donner ce que je suis capable de donner. Et je viens apprendre plus et je viens donner plus. » Ne nous contentons pas des choses minimales. Ne nous contentons pas du minimum. Parce qu'in fine, lorsque ça marche et qu'on performe et qu'on produit du résultat, on impacte l'entreprise. Et l'entreprise, c'est dire, c'est telle personne qui a agi. Il faut qu'on change notre mentalité, qu'on voie les choses différemment. Je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir développer un peu plus ça, ce terme-là, une prochaine fois. Au plan psychologique maintenant. La résilience. La résilience. Pour être un gagnant, il faut être résilient. Parce que pour gagner, de temps en temps, tu tombes. La capacité de pouvoir se relever après un coup dur, une chute, une lutte, un deuil, un divorce, un licenciement. Toutes ces choses qui sont des situations difficiles. Toutes les situations sont différentes selon la sensibilité ou l'émotion que nous avons. Je me suis faite licencier. C'est un drame. Pour certains, pour d'autres, c'est pas grave. J'ai perdu quelqu'un. Je ne m'y attendais pas. Il faut pouvoir se relever parce que la vie continue. L'échec fait partie de la vie. Les chutes font partie de la vie. On tombe de temps en temps. Mais comment est-ce qu'on regarde? Comment est-ce qu'on se relève? Prendre conscience, c'est important. Accepter la chose aussi, c'est important. Parce que on a besoin de reprendre un nouveau départ.
Quand on a fini de se poser, il est important de passer à une autre étape. On ne peut pas rester et on ne doit pas rester sur des choses perdues. On ne doit pas oublier parce qu'on doit en faire une expérience, mais on doit avancer. Et on en a besoin. Et la résilience sera un moyen qui nous permettra d'aller encore plus haut. Parce qu'on pourra réussir. Alors vous allez me dire, bon, elle a dit tout ça, c'est bien, mais je fais comment? C'est bien ça, hein? Chacun veut savoir, je fais comment? C'est bien beau de dire que j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais comment je m'en sors? Comment développer la mentalité de gagnant? Eh bien déjà, commençons par le début. Soi-même. Est-ce qu'on se connaît? J'ai envie de poser la question en fait à quelqu'un ici. Est-ce que tu te connais toi-même? Véritablement. Et est-ce que tu prends conscience de ce que tu es? Qui es-tu? Qui suis-je? J'ai des origines. Je viens de quelque part. J'ai d'abord des origines spirituelles. Spirituellement, la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À partir de ce moment, il faut déjà bien comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Essayons de voir la chose dans la compréhension humaine avant de rentrer même dans le spirituel. Je suis né, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ce que je le suis parce que Dieu a créé, s'est façonné et a imagé la manière dont il voulait qu'on le perçoive. Donc, j'ai une partie de Dieu en moi. Je lui ressemble. Et si je lui ressemble, j'ai son esprit qui est en moi. Et à partir de ce moment-là, tout trouve son sens. Parce qu'en réalité, si l'esprit de Dieu habite en moi, ça veut dire que je suis fort, puisque Dieu est fort, est puissant, est grand. Et donc, à partir de ce moment, j'existe et je suis ce que je veux décider d'être. A contrario, on dit que, la Bible dit aussi que les anges déchus ont été précipités sur la terre. T'en es où? Ouais. Ça, c'est le problème. Donc, notre vie, et quand il est venu sur la terre, il n'est pas allé habiter dans une maison à la Riviera ici. Il est là, et c'est en esprit. Donc, on est corrompu aussi par le péché. Si on a l'esprit de Dieu en nous, on a aussi une partie de mal en nous. Et c'est important de savoir qu'il n'y a pas de drame. Ce n'est pas un drame d'avoir le mal en nous. La seule chose qui est dramatique, c'est de ne pas combattre le mal qui est en nous, avec la force que nous avons. La force qui nous permettra de braver, parce que le diable n'a pas eu domination sur Dieu. Quel que soit Alpha, Dieu sera toujours le plus fort. Or, Dieu est en moi et je suis capable de réaliser, de créer, de combattre et de gagner. Et ma mission que Dieu me donne, la mission que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est de dominer, d'assujettir la terre. On dit dominer sur tout. Tout. La terre, la mer, les cieux. Il y a des gens qui ont fabriqué des avions, d'autres ont fabriqué des bateaux. Ils dominent. Il y a la route. Les gens qui ont fabriqué les voitures. Ils dominent. Eux, ils sont comment? On est capable. L'homme a une intelligence qui vient de Dieu. C'est une intelligence. Et on doit faire marcher notre intelligence. Vous savez, Einstein, on disait qu'il utilisait... Enfin, il était très, très, très intelligent. Il est reconnu comme vraiment l'homme le plus intelligent. Enfin, l'un des hommes les plus intelligents, un savant.
Il utilisait 20% de son cerveau. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ouh, à quel niveau moi je suis? Je dois être peut-être à 1 ou 2%. Mais je ne veux pas rester à 1 ou 2%, il faut que j'avance. Donc peut-être que je ne vais pas faire Einstein, mais ce qui est sûr, je vais impacter. C'est une décision. Et cette décision aussi, la décision d'impacter, la décision de changer, de passer à une autre étape, ça vous appartient, c'est vous qui décidez. C'est bon, on est là? Ok. On a aussi nos valeurs contextuelles. La famille, notre position professionnelle, qui nous permet de savoir qu'est-ce que je fais, qui me permet de savoir ce que je suis. En fonction de la manière dont je veux être, je me comporte. De la manière dont je veux qu'on me voie, je me comporte. Si je veux être un gagnant, je dois me comporter comme un gagnant. Je ne peux pas être un gagnant et être loser en même temps. Faire des choses bizarres. Avoir des comportements qui n'ont pas de sens. Il faut être sérieux. Si je veux qu'on me voie comme une personne sérieuse, alors je mets les moyens pour être sérieux. Vous voyez, regardez un truc, la gestion du temps. Moi, avec mon groupe, des fois, je me fâche. Parce que en Afrique, ici, on a le temps. En même temps aussi, bon, c'est vrai que de temps en temps, je suis en retard. Mais quand il y a des choses sérieuses, il faut qu'on essaye, qu'on réussisse à se dire « je dois arriver à l'heure ». Pour arriver à l'heure, on prend les dispositions. Mais quand on ne prend aucune disposition et qu'on arrive en retard, et quand on arrive en retard, ça ne fait rien, c'est normal. On ne s'excuse même pas. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux quand toi-même tu vas dire arriver à l'heure alors que tu n'es pas à l'heure? Il y a problème dedans. Au début, je ne comprenais pas ça. Moi, au travail, j'arrivais... Bon, c'est ça. Mais un jour, mon patron, qui est mon frère, il m'a appelé, il me dit, mais vraiment, Aïcha, on m'appelle Aïcha à la maison. Il dit, mais vraiment, tu exagères, tu es quand même la DRH. Tu arrives en retard. Ouais, je partage cette expérience pour vous dire que ça fait partie de nous. Hein. On ne se cache pas, on est comme on est. Donc, mais tu ne peux pas arriver en retard. La position que tu as ne t'autorise pas à arriver au travail en retard. Et au début, je me suis dit, oh, il exagère, mais dans tous les cas, je viens tard, mais je pars tard. Mais en fait, quand je pars tard, finalement, je ne peux pas travailler vraiment avec les autres puisque les autres sont partis. Donc, il n'y a pas d'échange. Donc, c'est l'histoire de se dire, je suis DRH, mais je travaille moi seule. Je suis dans ma bulle. Et puis, je me sens DRH. Après, je tombe sur les dames. Vous ne restez pas pour travailler. Elles sont là depuis 7h30. Bon, quand j'ai fini par comprendre ça, j'ai changé. J'ai changé. Je me suis coachée. Alors, c'est pour dire que, en fait, ta position familiale aussi peut influencer. Et je vais raconter encore une anecdote avec mon frère. Alors, c'est pas très marrant, mais aujourd'hui, ça me fait rire. Quand j'étais petite, quand on était petit, mon frère, c'est mon DG aujourd'hui. Hein, mais aujourd'hui, bon, voilà. Donc, quand j'étais petite, j'aimais pas beaucoup l'école. Moi, je reconnais. J'aimais pas beaucoup l'école. J'étais pas genre super puissante à l'école et tout. Moi, je flashais pas non plus. Hein. J'étais moyenne, on va dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'intelligence, ça me plaît de le dire, j'ai l'intelligence pratique, l'intelligence de la vie. C'est plus facile de travailler, en fait, quand on est en entreprise. Mais à l'école, vraiment, voilà, je faisais vraiment le minimum et tout. Et un jour, mon frère, qui, lui, vraiment était un acharné, vraiment, il travaillait, il était très ardu dans le travail. Déjà, c'est ça, non? Donc, il n'a pas changé.
Et donc, il est rentré à la maison avec une mauvaise note. Et puis, les parents lui ont dit, ouais, mais c'est pas bien, tout ça. Pourquoi tu as cette note-là? Tu n'as pas bien travaillé et tout et tout. Le gars, il est resté calme jusqu'à... Et puis, un coup, on l'entend dire, mais Aïcha, elle a eu combien? Déjà, j'ai pas aimé. À l'époque, j'ai pas aimé. Alors, c'est l'histoire de se connaître, de savoir qu'on a des défauts, de savoir que les choses peuvent ne pas toujours marcher comme on veut. On peut ne pas être comme on veut être, mais on travaille à le devenir. Je vous dis que cette histoire de Aïcha a eu combien là? Ça m'a boosté, j'ai eu mon bac. Oui, oui, l'influence. C'était mon jeune frère, mais il m'a influencé et il m'a impacté. J'ai eu mon bac. Il n'y a pas eu de mention, mais j'ai eu mon bac. Et donc, quand tu veux gagner, il faut avoir des modèles. C'est important d'avoir des modèles. Il faut s'inspirer des personnes qui peuvent t'apporter des choses. Ça peut être des personnes physiques, des gens que tu connais. En général, on a le père comme modèle, son papa ou sa maman, ou des gens que tu côtoies, qui sont des modèles pour toi. Et ceux-là sont des personnes qui peuvent t'inspirer. Je travaillais, moi, avec... quand j'ai commencé à travailler à Petro-Ivoire, je travaillais avec mon père. C'était un modèle pour moi à l'époque. Enfin, c'est toujours un modèle pour moi. Et quand on a commencé à travailler ensemble, c'était pas du tout facile. Mais je le reconnaissais plus. Je le reconnaissais plus. Mais je raconte souvent cette histoire, cette anecdote, mais c'était vraiment difficile de travailler avec lui. Il voulait, lui, changer ma mentalité. Et moi, j'étais la petite fille, bon, voilà, j'arrive, je viens travailler, pour moi, bon, ça va être facile, il va m'aider. Et non. Quand je ne le fais pas bien, mais vraiment, c'était pas simple. De temps en temps, je pleure, c'était compliqué. Et la difficulté, c'est que c'était mon père. Et quand je sortais de là, on se retrouvait à la maison comme si de rien n'était. Non, j'ai pas aimé aussi cette histoire. Je n'aimais pas. Mais c'était difficile, c'était très difficile. Et finalement, j'ai compris qu'il me formait. Parce que finalement, moi, je suis une personne, j'aime les challenges. Chaque fois que je partais à la maison et que je revenais, je me dis, mais il ne va rien me dire encore aujourd'hui. Je passe ici, lui aussi passe là. Il m'attendait à tous les tournants. À la fin de la journée, je maîtrisais, c'est-à-dire je connaissais où il allait m'appeler. Quand il s'en va quelque part ici, il va... Je savais, en fait. J'ai fini par le connaître et par le comprendre. Et j'ai fini par anticiper. Et ça a développé cette compétence-là en moi, l'anticipation. C'était important. Ça peut être aussi des personnages virtuels, des personnages historiques. Parce que ces personnes, en fait, que vous allez côtoyer, vous les côtoyez à cause de leur charisme, à cause de leur détermination, à cause de leur audace, leur persévérance, leur impact dans votre vie. Prenez par exemple Jésus. Parlons de l'humanité de Jésus. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire. Jésus m'inspire. Mais je ne dis pas ça, Jean, pour vouloir me faire la trop religieuse, la trop spirituelle. Mais je vais vous parler même de l'humanité. Il y a quelqu'un qui a 30 ans ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont entre 30 et 33 ans ici? Il y en a? Il y en a? Ils ont... Non, les vrais personnels. Les vrais. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. 30 ans, c'est jeune. Honnêtement, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. 2000 ans après, on a l'impression que, bon, ben, c'est quelqu'un qui est peut-être vieux et tout. Mais non, il n'avait que 30 ans quand il a commencé. Et on va dire, dans l'humanité, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il a commencé et il était impactant, il était tranchant. Il avait l'esprit de Dieu, c'est vrai, mais il était impactant. C'était beaucoup de développement personnel qu'il faisait. Il coachait les gens avec ses paraboles. Et un jour comme ça,
On dit que bon, ben voilà, il est trop bon, il fait trop de bonnes choses, ou il fait des... Bon, on a transformé ça en mauvais. Et on a estimé qu'il fallait le crucifier pour ça. Ça, c'est une épreuve. Je n'ai rien fait. À la limite, prenez-moi pour un fou. Mais ne me tuez pas. À 30 ans, les gens qui l'ont fait, c'était des grands sages, des grands, des vieux. Ils sont allés prendre un enfant de 30 ans, 33 ans, et puis on le crucifie. En fait, des fois, je me mets en fait dans cette position et j'essaye de regarder, de me dire, mais attends, finalement, mais il avait quelque chose. Il avait quand même cette détermination, cette audace. Il faut qu'on ressemble en fait à cela. Il faut qu'on aspire à être audacieux, à croire en ce qu'on fait. Et du coup, ça m'emmène à parler en fait de la foi. C'est important de revisiter le niveau de notre foi, si on veut gagner. Quand je parle de foi, je ne veux pas forcément parler de la foi en Dieu. Oui, la foi en Dieu, il faut qu'on ait foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu, parce qu'il nous a créés. Et il ne peut pas nous tromper, parce que lui-même, il ne se trompe pas. Donc ça, c'est l'évidence. Mais avoir foi en sa vision. Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on a un but? Je pose la question comme ça paraît saugrenu, mais par moments, on se pose la question de savoir c'est quoi. Quand tu rencontres certaines personnes, moi par exemple, dans le cadre des entretiens de recrutement par exemple que je fais, je me demande, mais les gens qui viennent postuler, mais ils pensent à quoi? Quel est leur but? Quelle est leur vision? Comment ils se projettent? Tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Tu es là pour être là. Tu es là. Bon. On te pose des questions, tu ne sais pas. Bon. On en parlera tout à l'heure. Mais avoir une vision, concevoir quelque chose dans son esprit, et puis croire que ça peut arriver. Ça, c'est la foi qui nous permet d'avoir ça. La ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Alors, ça m'emmène à penser à quelque chose. Vous savez, pour qu'on soit là aujourd'hui, on a repensé, innové le concept. On est au 19e break aujourd'hui. Avant, c'était un cabaret et tout. Et puis, je rentre à la maison, je vais voir mon mari. Et je lui dis, ah, mais voilà comment je veux qu'on change. Voilà comment je vois un peu le break et tout. On va faire un dîner, tout ça. Alors, le mec, il dit, oh, vraiment. Toi-même, tu faisais des trucs, c'était quoi, à 5 000 et tout. Tu avais de la peine même à remplir ta salle. C'est aujourd'hui, là, tu as fait un truc à 25 000, tu as rempli. En tout cas, si tu as 50 personnes qui viennent, c'est que tu es forte. Je dis non. Chérie, ce qui est ici, je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ça. Il est là, hein. Alors, lui, c'est mon challenge. Mon mari, là, c'est un dangereux challenger. Parce que lorsque je dois faire quelque chose, lui va d'abord casser ça un peu. Mais je pense qu'en fait, au lieu de voir la chose négativement, j'ai commencé à voir ça positivement. Parce qu'il faut être fort, en fait, finalement. Et ça a créé en moi cette mentalité. Quand il m'a dit ça, là, j'ai dit, toi, tu vas être étonné ici. Et puis toi-même, habituellement, tu ne viens pas là. Je sais que tu vas venir, puis tu vas prendre une table. Le voilà qui est là. Et puis attention, hein, il est venu, il a invité des gens. Il n'est pas venu seul. Hein. Il est venu avec ses amis, ses parents, ses cousins, tout ça. Hein. Il est venu. Applaudissez pour lui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui me pousse. Qui me pousse. Et on a besoin d'avoir des personnes comme ça qui nous poussent. Qui nous poussent pour consolider, en fait, notre foi. Si je n'avais pas cette vision de pouvoir me dire, je pense, moi,
que je suis là pour un but précis. J'ai une mission. Je veux servir à quelque chose. Lorsque je vais partir, je ne veux pas avoir servi à rien. Être venu là pour accompagner les gens. Je veux qu'on puisse se souvenir de moi. Et je souhaite que ce soit pareil pour tout le monde parce que tout le monde a envie qu'on se souvienne de lui. Tout le monde a envie d'apporter quelque chose, mais c'est possible. Ne vous laissez pas démonter par des critiques, des fois qui sont constructives. Ça, c'est pour nous les femmes. Mon mari, là, il ne me soutient pas, il ne m'encourage pas, il est tout le temps en train de tout. Arrêtons de pleurer. Quand il ne nous soutient pas comme ça, là, agissons et montrons-lui qu'il a raison, qu'il n'a pas raison. Montrons-lui qu'il a tort. Que ça nous challenge, que ça nous motive. C'est ça, avoir une mentalité de gagnant. Dire oui, ok, tu as dit ça, mais je vais te montrer que je peux le faire. Après, qui a honte? Moi, mon mari n'a pas honte. Hein. Ce n'était pas pour qu'il ait honte. Alors, avoir une vision, donc, c'est important. Je veux qu'on se lève. On va essayer de faire un exercice tous ensemble. On se lève. Essayons de nous lever. Levons-nous. On va faire un petit exercice. D'accord? Alors, on va essayer. Ok, c'est bon? Alors, on va essayer de faire. On va fermer les yeux, mais je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va essayer de faire ce que Marc a fait tout à l'heure là. On fait comme ça, mais on ferme les yeux. D'accord? On ferme les yeux et on fait ça. Essayons. On essaie de tenir 5 secondes. Essayons. Fermons les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux et essayez. Oui, vous n'avez pas d'appui, on ne se tient pas, on ferme les yeux et on essaie de tenir 5 secondes. Essayons, essayons. Bon, je compte jusqu'à 3 et on y va ensemble. 1, on ferme les yeux d'abord. À 3, on ferme les yeux. Et à 3, on lève le pied. D'accord? 1, 2, 3, on ferme les yeux. 1, 2, 3, on lève le pied. Et on essaie de tenir. On essaie de tenir. C'est pas facile, non? Ok. C'est pas facile. Maintenant, essayons de fixer un point. D'accord? Essayons de fixer comment on appelle ça, les lumières? La lumière, le spot qui est là-bas. D'accord? Tout le monde regarde sur le spot que je vise là-bas. D'accord? On regarde et puis on essaie de tenir. Regardons. Et on essaie de tenir. Là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, oui ou non? Oui. Je confirme que c'est beaucoup plus facile. On peut s'asseoir. Alors, cet exercice... Oh, j'aime trop les applaudissements. Applaudissez encore. Alors, cet exercice, c'était pour vous parler de quoi? Je vous ai parlé de la vision. Si tu sais regarder, si tu sais où tu vas, tu as ton équilibre. Quand tu n'as pas de vision, tu es déséquilibré. Tu vas dans tous les sens. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas définir des objectifs. Tu ne peux pas performer. Tu es là. Donc c'est important d'avoir la foi en notre vision et de la garder. Vaille que vaille. On va tomber. Ma vision, c'est quoi? C'est ma réussite. C'est peut-être pas de créer une entreprise parce que l'entreprise sera le moyen d'atteindre mon objectif de réussite. Ma vision, c'est de réussir, d'être accompli. Tant que je ne suis pas arrivé au bout, je ne dois pas m'arrêter parce que je tombe en chemin. Je ne dois pas m'arrêter parce que je n'ai pas réussi. Je dois avoir foi que ça sera toujours meilleur devant. Parce que finalement, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. C'est une réalité. Alors, il faut maintenant passer à l'action. Passer à l'action et se déployer. Et pour passer à l'action, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Avoir l'humilité d'apprendre. Quand tu n'apprends pas, tu n'avances pas. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas créer. Il y a des personnes qui ont du mal à aller demander de l'aide aux autres. Et ces personnes-là s'étonnent qu'elles ne s'entendent pas, qu'elles ne réussissent pas.
Mais demander de l'aide, c'est important. Ce que tu ne sais pas faire, ne cherche pas à le faire. Apprends. Moi, chez moi, dans mon environnement professionnel, ma tour de contrôle, c'est Nathalie. Ça, c'est son job. Nathan, c'est pas grave. Lève ta main, on va te voir. Voilà. Elle a la partie technique encore. Voilà. Lève toi, on va te voir. Ok. Applaudissez bien Nathan. Hein. Parce que si je suis là actuellement, là, elle m'aide aussi beaucoup. Donc, il y a des choses qu'elle m'apprend. Et il y a aussi des choses que je lui apprends. Quand je dois faire un courrier, en fonction de la qualité du courrier que je dois faire, si je veux que le courrier soit bien sexy, je demande à Rita. C'est ma communicante. Elle sait bien écrire. Elle écrit bien. Rita, aide-moi. Essaie d'arranger ça, voici ce que je veux dire et tout. Elle me fait les choses bien. Et ça, je n'ai pas honte. Je n'en suis pas gênée. Parce que je veux que ce soit bien fait. Et je pense qu'elle peut apporter aussi des choses. Parce que je l'ai identifiée comme étant bonne à ce niveau-là. Et lorsque je ne sais pas faire des choses, je demande. Moi, je n'étais pas RH à la base. J'ai appris les ressources humaines sur le tas. J'ai eu une petite formation de quoi, 2 ou 3 mois, c'est tout. Mais j'ai appris sur le tas. Mais aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir si j'ai fait ça toute ma vie. C'est parce que j'ai accepté d'apprendre. Et je suis allée des fois vers les plus petits que moi. Lorsque je devais apprendre à chanter, j'avais besoin d'être aidée, d'être coachée. Parce que j'aimais ça, j'aimais chanter. Mais je ne savais pas chanter. Mais ce sont les jeunes, les enfants du groupe, là, c'est eux qui m'ont appris. Agé, qui est venu témoigner tout à l'heure, ici. Sarah, qui me coach aussi, vocalement. Mais j'ai dû apprendre. Mais c'est des bébés, hein. Quand je fais mal, quand je ne fais pas bien, ils ont une manière de me dire les choses. Je dis, si on est chez moi là-bas, tu ne peux pas me dire ça. Voilà. Mais c'est cette humilité, on a besoin d'apprendre. Accepter les critiques, j'en parlais tout à l'heure. Accepter. Moi, finalement, je suis aguerrie aux critiques. Et je demande toujours qu'on critique ce que je fais. Quand je fais quelque chose, j'appelle l'équipe, venez, on challenge ça. Critiquez. Je ne veux pas que vous me dites, non, c'était bien. Il y a des gens qui ont l'habitude de vous dire, non, c'était bien. Oui, mais encore, ah, c'était bien. Mais ils ne te disent pas ce qui était bien. N'écoutez pas les gens comme ça. Ils mentent. Il faut qu'on puisse se dire, quand c'était bien vraiment là, on sait expliquer pourquoi c'était bien. Mais quand on te dit, ah, c'était bien. Voilà. Donc il faut qu'on accepte les critiques. Ça aide. Décider de repartir à zéro aussi, c'est important. Des fois, c'est bien de faire un stop et puis de dire ça n'a pas marché, je reprends. Ça ne fait pas honte. Il n'y a pas de honte dans ça. Accepter de repartir à zéro. Se préparer, s'entraîner. Quand on veut, par exemple, faire un marathon. J'ai un ami dernièrement qui me disait qu'il avait fait le marathon de Paris. Lui, il a quitté Abidjan pour aller faire le marathon à Paris. Vous avez vu un peu le challenge que lui s'est donné. 42 kilomètres. Mais il s'est préparé. Vous savez, quand il m'en a parlé, je dis, mais quelle a fait des parties fait marathon en France, ça c'est des trucs de blanc, ça. Mais en fait, et je lui demande, mais comment tu as fait? Tu es arrivé jusqu'au bout? Il dit oui. Je me suis inscrit en fait dans le groupe des coureurs pour 4 heures, parce qu'il y a des groupes en fait dans le marathon. Donc, et il a atteint 4h06 ou quelque chose comme ça. Ou 3h06, je ne sais plus. Et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, c'était un challenge. J'avais envie, en fait, de me dépasser. Je dis, mais comment tu as réussi? Il me dit, je me suis préparée. Pendant 1 an, je courais sur toutes les côtes à Abidjan ici. J'ai commencé un peu, pendant 1 an, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et il a atteint son objectif. Et il m'explique comme ça que lorsque tu es dans l'action, les choses sont un peu plus différentes. Parce que, encore quand tu es en train de courir ici, bon, c'est vrai que tu as ton chrono, mais bon, si tu es fatigué, tu peux t'arrêter. Mais là,
On est vraiment dans le marathon, on est dedans, on est dans l'action. Et il nous expliquait qu'au bout d'un moment, quand il lui restait, il avait couru près de plus de 35 kilomètres, et il lui restait 7 kilomètres à courir. Il nous expliquait qu'il avait comme des pointes qu'on lui mettait dans les pieds, tellement c'était douloureux. Mais en même temps, il lui restait 7 kilomètres. Il y a d'autres qui lui disaient, non, mais abandonne, laissons tomber. Il y en a qui ont abandonné. Lui, il dit, non, je ne peux pas. Mais je peux vous dire que ce gars-là, c'est un gars inspirant. Et il occupe de très grandes fonctions aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est vraiment bon. Et même quand il tombe, il réussit toujours à se relever. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien. C'est pareil que lorsque un jeune va pour un entretien d'embauche. J'en parlais tout à l'heure. Mais le gars, il vient en entretien d'embauche, il ne te dit rien du tout. Il bosse des trucs, voilà, peut-être sur YouTube, sur les livres, et puis bon, il vient, il te balance, il te récite une leçon. Dès que tu lui poses, même pas une colle, tu lui poses une petite question, ben il est paniqué. Les jeunes, quand on va pour chercher du travail, quand on veut vraiment réussir, on se prépare. Qui veut aller loin ménage sa monture. On n'est pas né vide. On a un potentiel. On a l'esprit de Dieu en nous. On a la mentalité d'un gagnant, normalement, même à la naissance. Puisque Dieu, il ne perd pas, il n'échoue pas. Donc, on n'est pas né pour échouer. C'est important pour nous de pouvoir aller loin, de pouvoir se battre, de pouvoir se préparer, accepter et réussir, se donner les moyens. Tout se passe dans la tête. Si on n'a pas décidé de changer quelque chose en nous, on restera toujours pareil, identique, toujours les mêmes. On n'avance pas. On a l'impression qu'on ne recule pas, mais on est là. Finalement, on n'a rien gagné. Alors je voudrais finir par cette vidéo. Alors ça se passe aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Derek Redmond, athlète britannique, qui compétissait pour l'épreuve du 400 mètres. Est-ce qu'on peut mettre le film ? Alors regardez bien cette histoire. Il y a le son ?
Alors il finit sa course. Malgré l'échec. Il est tombé. Il s'est relevé. Avec toute la difficulté, il a avancé. Parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il a une vision pour sa vie. Il ne veut pas faire partie des perdants. Il veut être un gagnant. Certes, il est tombé, mais il a gagné. Et il a eu l'appui de quelqu'un. L'appui de son père. Et vous avez remarqué sur la casquette de son père, c'est écrit « Just do it ». Fais-le. Et jusqu'au bout, il est allé. On peut très bien imaginer que son père lui a toujours dit qu'il irait loin et qu'il pourrait y arriver. Son père l'a toujours encouragé. Et même encore à ce moment-là, il était présent. Je veux vous dire, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qui pourra se mettre sur votre chemin, vous avez la force en vous. Il vous appartient à vous d'aller la chercher, la puiser au fond de vous. Et vous y arriverez. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Oh, merci, merci.